le problème de lien qui vous a peut-être un petit peu perdu à la première connexion. Donc, bon, je vois que tout le monde a coupé les micros, c'est parfait. Bienvenue à ces rencontres d'affaires industrielles, identifier les solutions innovantes répondant à vos besoins. C'est une matinée qui vise vraiment à rapprocher cas d'usage avec donneurs d'ordre et offreurs de solutions. Le mode, c'est pendant une bonne demi-heure, on se présente les cas d'usage. Donc là, vous aurez 3 cas d'usage qui vont vous être présentés. Et puis ensuite, à partir de 10h30, des rendez-vous individuels qui vont vous permettre de discuter soit entre vous, soit évidemment prioritairement avec ces porteurs de cas d'usage. Vous les aurez entendus présenter leurs besoins pendant cette demi-heure. Et là, vous pourrez vraiment focaliser pendant ces rendez-vous. Vous pourrez viser l'efficacité avec parler, présenter ce que vous pouvez leur proposer et poser des questions un peu plus spécifiques relatives à ce que vous pouvez faire, vous, de votre côté. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à demander des rendez-vous tout au long de la matinée. Donc, si vous entendez un cas d'usage intéressant, n'hésitez pas à demander un rendez-vous en direct sur la plateforme. Chacun recevra un email de notification pour le rendez-vous. Donc, le programme de pitch, nous avons Arcus, Atraxis et Pleine Commune qui vont venir présenter leur cas d'usage, une dizaine de minutes chacun. Et comme ça, vous saurez tout sur ce dont ils ont besoin et comment vous pourrez les aider. Alors, je vous propose qu'on commence avec Arcus. J'ai vu que M. Vialard était connecté. Je vous propose de présenter votre cas d'usage. Donc, je partage mon document. Comme vous voulez, soit je les passe pour vous, soit vous présentez vous-même le document. Non, parce que je vais présenter, parce que dans le mien, il y a des vidéos que je n'ai pas pu vous Eh bien, transmettre. allez-y, alors prenez la main. Alors, je prends la main. Alors, est-ce que vous voyez la Alors, on voit page? le mode présentateur. Non, on voit le Teams. Ah oui. Alors, c'est pas le bon. Alors, pourquoi ça le fait comme ça? Bonjour à tous. Bonjour. Ah, c'est Voilà. bon. Là, ça doit être bon. Ouais. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Jérôme Vialard, je suis directeur recherche et technologie chez Arcus. La recherche et technologie chez Arcus, c'est au sein de l'innovation, la mise en place des projets dont l'objectif n'est pas de définir un produit qui sera un produit ou un service qui sera livré à un client, mais de faire progresser certaines technologies ou certaines fonctions de façon à ce qu'elles puissent être embarquées dans un projet futur. Alors, je vais commencer par vous expliquer deux raisons pour lesquelles cette présentation aura un niveau qui sera ce qu'il sera. D'une part, je ne suis absolument pas expert en IA ou en ce genre de technologie, mais c'est volontairement que j'ai décidé de présenter ce pitch. Parce que je me suis dit que si je donnais ça aux quelques rares personnes chez nous qui connaissent ces technologies, j'avais peur qu'ils orientent la présentation et qu'ils orientent les gens vers des solutions, alors que le but, c'est justement qu'on reçoive des propositions qui nous surprennent. Si elles nous surprennent, tant mieux. Et la deuxième raison, c'est que je suis malade comme un chien. Et donc, voilà, si vous m'entendez ma voix qui grésille un peu, c'est normal. Donc, ceci étant placé, aujourd'hui, nous cherchons à définir des aides à la conduite
lors de nos roulages, en sachant que nos produits roulent principalement en milieu déstructuré. Ce qu'on appelle milieu déstructuré, c'est l'inverse d'une autoroute allemande avec des belles lignes blanches toutes à la même largeur, etc. Nous, on fait du off-road et donc on ne peut pas s'appuyer sur une infrastructure routière. Et donc, la compréhension de l'environnement est beaucoup plus compliquée. Le sujet principal, ce serait de définir un système de détection de chemin, c'est-à-dire que vous, quand vous conduisez un véhicule hors route et qu'il y a un chemin, vous voyez que c'est un chemin. Là, l'idée, ce serait de réussir à générer cette information pour être utilisée soit par un pilote qui pourrait avoir une information complémentaire quand il conduit, soit par des systèmes autonomes à venir. Alors, comment ça marche? Alors, en 2 mots, les produits Arcus. Donc, Arcus, nous faisons 2 types de produits. Hein. Notre principal métier, c'est de réaliser des camions blindés pour l'armée ou la police. Donc là, vous voyez un certain nombre de nos engins qui ont tous l'air plus ou moins agressifs, mais en tout cas, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils sont tous tout-terrain. Ils sont blindés ou pas. Ils sont avec des designs spécifiques ou ce sont des camions ou des voitures civiles que l'on modifie de façon à les adapter aux usages militaires. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les usages les plus fréquents, c'est hors route, en tout cas lors des missions. Quand on voit ce qui se passe en Ukraine, on voit bien qu'il vaut mieux rouler à côté des routes plutôt que sur les voies principales, car on est moins vulnérable. Donc, Arcus, comme je disais, recherche une solution de détection de chemin. Alors, la détection de chemin, un chemin, c'est pas forcément équivalent à une voie navigable. Parce qu'une voie navigable, si vous êtes dans une grande prairie, tout ce qui est devant vous, c'est une voie navigable, a priori. Donc, c'est pas ce qu'on cherche comme information. On cherche à repérer là où, a priori, d'autres véhicules sont passés, ce qui ressemble à un chemin comme on le voit tous quand on se balade dans la campagne. Et comme je disais tout à l'heure, hein, c'est pour nourrir des systèmes d'aide à la conduite manuels ou autonomes. Donc le principe que l'on propose, c'est de partir d'une base de données d'images labellisées, donc ça, ce serait le livrable Arcus, et de développer un modèle d'apprentissage. Alors, moi, derrière le mot apprentissage, je mets tout ce qui permet de passer, tiens, on m'a donné des images et on m'a appris ce que c'était un chemin, à je sais détecter un chemin. Et l'idée, c'est d'avoir ensuite, soit embarqué dans un véhicule, un système qui, sur l'image d'une caméra, va vous définir où est le chemin, soit quand on téléopère un véhicule, par exemple, on peut voir qu'il y a un chemin devant nous, le système le voit aussi, et on peut dire au système, suis le chemin, roule à 30 km/h, et dans ce cas-là, le pilote a beaucoup moins de charge cognitive et peut faire d'autres choses que d'opérer son véhicule. Donc le principe, c'est que nous avons fait labelliser 5000 images, je crois qu'il y en a 5300, 5000 images de chemin. Alors, il faut déjà comprendre que déjà trouver des images de chemin, c'est pas forcément évident, parce que même quand on va sur le web, etc., on ne trouve pas forcément des images mettant en évidence des chemins. Mais alors, trouver des bases de données d'images labellisées, ça, c'est encore plus difficile. Donc, c'est pour ça que nous avons décidé de créer cette base de données, en disant que de toute façon, ça a une certaine valeur. Et l'idée, c'est qu'on cherche une société, petite ou grosse, je pense que le challenge s'adresse plutôt à des PME, qui, partant sur ces images, va nous développer un algorithme de détection de chemin. Si possible,
il faut que cet algorithme soit en temps réel et embarquable. Parce que si on est obligé de faire du post-traitement, ça n'a plus aucun intérêt par rapport à nos usages. Donc, un petit historique de ce que l'on a fait aujourd'hui sur cette détection de chemin. Alors, je suis désolé, l'image n'est pas de très bonne qualité, mais on n'a jamais réussi à trouver le problème. J'ai eu 2 stagiaires qui ont fait un premier système. Alors, c'était basé sur 200 photos, donc c'était vraiment pas... peut-être 400 photos, je ne sais plus. Enfin, c'était vraiment sur un tout petit nombre. Et ce qu'on a vu, c'est que ça paraissait relativement accessible. C'est-à-dire que même si c'est des travaux de stagiaires qui ont duré 2 fois 6 mois, on voit qu'on arrive à détecter le chemin. C'est pas parfait, mais ça fonctionne au moins partiellement. Donc c'est ce qui nous a poussé à labelliser un plus grand nombre de photos, d'images. Donc on a réalisé de la capture d'image, donc on en a pris sur Internet, on a pris des photos nous-mêmes. Donc là, je vous ai mis quelques images, hein, notamment celles qui sont prises depuis un de nos véhicules Arcus. Et toutes ces images ont été labellisées, donc un peu comme c'était montré là, hein, c'est-à-dire qu'on a un masque qui est cohérent avec le chemin. Et elles ont été labellisées par la société Isaït. Et alors là, moi, je ne peux pas lire le résultat. C'est ce qu'ils m'ont envoyé un fichier visiblement en Java, encodé en base 64, ce qui ne me parle absolument pas. Voilà. Donc ce que l'on fournirait, nous, c'est cette base de données avec la base de données des photos, le fichier Java qui apporte les labels sur chacune de ces photos. Et ce que l'on attend, c'est l'algorithme qui va bien, qui fonctionne en temps réel et qui nous permet, sur une image prise depuis une vidéo d'un véhicule, de détecter les chemins. Voilà, j'en ai fini. Je ne sais pas s'il y a une séance de questions maintenant. Les questions, ça sera peut-être plutôt pour en one-to-one, si vous avez des rendez-vous de PME qui sont intéressés par votre cas d'usage. Parce que comme on a pris déjà pas mal de retard, on n'aura pas le temps pour les questions si on veut que tous les cas d'usage aient le temps de présenter et éventuellement d'avoir d'autres rendez-vous suite aux présentations. Peut-être repréciser que du coup, votre cas d'usage, c'est dans le cadre du Challenge IA porté par la DGE et BPI France, et que donc il y a vraiment jusqu'au 20 octobre, pour ceux qui sont intéressés pour candidater, pour soumettre un dossier, mais derrière, il y a un financement garanti, une subvention de 100 000, enfin qui peut aller jusqu'à 100 000 € pour développer un POC sur ce cas d'usage, et ça commence la sélection étant en janvier, ça commence dès février, mars. C'est très concret, c'est dans le cadre des Challenge IA pour lesquels Systématique est accompagnateur de BPI France suite à un appel d'offres. Et on verra que Pleine Commune, c'est dans le même cas. On arrive à animer un peu comme ça des cahiers d'usage et à obtenir des financements de l'État pour faire les premiers POC, et puis après, derrière, espérer que ça concrétise avec des contrats entre vous. Merci Jérôme. On va maintenant passer au deuxième cas d'usage, Atraxis, qui va venir nous présenter les cas d'usage des SDIS en particulier. Donc, parfait, vous avez pris la main, impeccable. Thibaut Refait, je vous laisse la parole. Vous pouvez mettre en plein écran. Ouais. Est-ce que vous voyez... Alors, pas en plein écran pour l'instant, mais on voit en tout cas les bons slides. Est-ce que là, c'est bon? C'est impeccable.
Super, merci beaucoup, Joanne. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Rapidement, quelques mots sur Atraxis. Donc, Atraxis, c'est une association qui a été cofondée il y a 5 années par des officiers de sapeurs-pompiers, avec comme ambition d'essayer de favoriser l'innovation dans l'ensemble du monde du secours, car le monde du secours est assez fragmenté. Vous avez 97 services de secours répartis en France et des acteurs industriels plutôt PME. Et l'objectif, c'était d'essayer de faciliter la co-construction, les expérimentations entre industriels et services de secours, tout en essayant d'attirer de nouveaux acteurs, notamment dans le cadre de la révolution numérique, essayer d'attirer des startups qui pourraient avoir de la valeur pour nos cas d'usage et permettre à des industriels qui connaissent nos métiers de proposer de nouvelles solutions. Donc, l'objectif de l'association, c'est de créer du lien. On est un hub, on essaie de faciliter les rencontres. Et on a collaboré récemment avec Systématique. On a organisé un appel à projet avec la région Île-de-France sous un format InnovUp expérimentation pour permettre à 5 solutions d'être expérimentées dans les services de secours franciliens. Donc moi, je vais vous présenter plusieurs cas d'usage parce que c'est une première. Donc du coup, je vais essayer de dresser un panorama un petit peu large pour que vous puissiez voir quelles sont les attentes des services de secours aujourd'hui, que ce soit de la robotique ou IA ou autre. Et après, je serai ravi j'ai déjà des rendez-vous. Et puis, si vous voulez me contacter, il y aura mes coordonnées à la fin du mail et n'hésitez pas à me solliciter. Donc moi, je suis basé dans les Yvelines et je suis officier de sapeur-pompier dans les Yvelines. Ça, c'est pour la partie professionnelle. Je vous propose de commencer directement sur des cas d'usage sur tout ce qui va être autour de la drone et du robotique. Rapidement, pour ce qui est drone notamment, c'est de pouvoir utiliser ce vecteur comme vecteur plus rapide que nos moyens routiers classiques. Typiquement pour transporter du matériel, ça peut être emmener un défibrillateur dans des zones très peu denses où il n'y a pas forcément de défibrillateur. Ça peut être emmener des poches de sang sur tout ce qui va être urgence préhospitalière. Il y a déjà eu des essais qui ont été réalisés dans d'autres pays sur des transferts d'organes. Voilà, on cherche à pouvoir rapidement transporter du matériel sensible. Pourquoi pas demain transporter des victimes dans des plus gros drones, du coup, ce qu'on fait aujourd'hui par hélicoptère. Peut-être que demain, ça pourrait être envisagé sur certains axes développés par des drones de plus grande taille. Et également, vecteur plus rapide pour aller rapidement sur un site d'intervention. Vous avez peut-être pu le voir au Royaume-Uni, une sorte de jetpack. On a aussi notre Monsieur Zapata qui le fait. Comment on arrive à aller plus rapidement sur des lieux difficiles d'accès. Pour ce qui est drone et robots, c'est mieux voir. Surveiller une zone d'intervention, que ce soit par les airs ou quand c'est en souterrain par des robots. Pouvoir aussi modéliser les zones d'intervention, parce qu'aujourd'hui, on a des fonds de carte 2D. L'objectif, ce serait de pouvoir réussir à modéliser rapidement une zone d'intervention et positionner des moyens pour avoir une vision en poste de commandement plus fine de la situation réelle, parce que les fonds de carte ou les cartes Google Maps te montrent des zones qui parfois sont sinistrées, donc du coup la configuration du terrain est complètement différente lorsqu'on intervient. Et reconnaître une zone d'intervention, voilà, pouvoir rapidement avoir des images de ces zones d'intervention. Ce qu'on souhaite également avec tout ce qui est robotique et drone, c'est plutôt exposer la machine pour éviter le risque de nos intervenants. Donc, ça peut être le cas pour de la levée de doute de tout ce qui va être risque nucléaire, radiologique, biologique, chimique ou explosif. Mais également pour ce qui est de feux de parking souterrain, mais feux de structure, plus généralement, on préfère amener un robot qui va être au contact de fumée toxique ou de chaleur plutôt que d'envoyer des équipes. Et le cas des parkings souterrains est un cas qui est hélas très problématique chez nous. Ça devrait se multiplier avec les feux de voitures électriques. Pour réussir à emmener des équipes dans des niveaux inférieurs, c'est une vraie prise de risque et des situations qui sont parfois assez tendues opérationnellement. Donc, voir comment on peut amener des solutions pour éteindre des incendies sans mettre en risque nos équipes, ou du moins limiter au maximum le risque. Le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous, alors il est très 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 global parce que l'IA commence petit à petit à arriver dans les services d'incendie et de secours.
globalement sur tout ce qui est data management, sur l'ensemble de nos données d'intervention pour éventuellement nourrir des systèmes prédictifs. Il y a 2 initiatives qui sont en cours actuellement aujourd'hui en sécurité civile, mais on souhaite pouvoir en faire plus. La gestion de nos données administratives également, où là, il y a beaucoup de travail à faire. Un petit focus sur la détection de situations spécifiques, notamment la détection précoce de feux de forêt. On a pu le voir cet été en Gironde et dans d'autres départements. Le risque feu de forêt s'intensifie et est présent sur l'ensemble du territoire. Il y a des solutions qui existent de détection de feux précoce. Certaines se basent sur des images prises par de la vidéo. On voit des solutions qui émergent aux États-Unis et en Allemagne sur des capteurs, sur de l'IoT qui est connecté à du satellitaire pour réussir à émettre un signal lorsqu'on a la détection d'un gaz de combustion, pour avoir là aussi une détection précoce du feu de forêt. On souhaite également voir s'il y a des solutions concrètes qui permettraient de détecter de façon encore plus précoce le feu dans les bâtiments. Aujourd'hui, vous avez des outils relativement classiques de détection de fumée, mais qui se basent sur de la détection de fumée ou d'augmentation de chaleur, voir si on ne peut pas détecter de façon encore plus précoce la naissance d'un sinistre. Et ce qu'on souhaite également sur la partie IA, c'est d'aider à la décision lors des prises d'appel. Les prises d'appel d'urgence sont parfois intenses dans le stress, et pour éviter de passer à côté d'éléments, de circonstances lorsque quelqu'un nous appelle, on pense que certaines solutions pourraient nous aider à avoir des alertes lorsque une IA pourrait détecter des bruits, un contexte émotionnel ou des mots-clés qui permettraient d'alerter l'opérateur qui, parfois, au bout de 24 heures ou 12 heures de garde, peut être un petit peu fatigué. Il y a déjà des solutions qui ont été essayées en France et en Europe. C'était la société Corti qui a fermé son expansion en Europe, qui s'est concentrée aux États-Unis pour accompagner justement la prise d'appel dans tout ce qui est service d'urgence, que ce soit pompiers, police ou service de santé. Et on pense qu'on a la capacité en France de proposer aussi une solution souveraine sur ce sujet. Il y a déjà des petits travaux qui sont en cours. L'avant-dernier, la e-santé, tout ce qui tourne autour de la télémédecine, pour aider les secouristes qui ne sont pas médecins à pouvoir détecter éventuellement des urgences vitales et mieux solliciter de façon précoce un renfort médical. Ce qu'on souhaite aussi, c'est voir comment on peut faire de la télémédecine en milieu très contraint ou en milieu rural. Donc il y a déjà des solutions qui existent, mais en milieu très contraint, pour l'instant, ça devient un petit peu problématique. Un deuxième sujet sur la médecine préventive, comment réussir à mieux suivre le sapeur-pompier tout au long de sa vie, parce que le sapeur-pompier va être soumis à des particules sur des incendies, il peut être soumis à des effluves de produits chimiques sur d'autres interventions. Et l'objectif, c'est d'essayer d'avoir un suivi de sa santé tout au long de sa carrière, d'avoir une sorte de carnet de santé numérique qui, via des capteurs, pourrait permettre de comptabiliser, de suivre finement ce à quoi il a été exposé. On souhaite également développer tout ce qui va être vêtements connectés pour suivre le sapeur-pompier tout au long de sa carrière ou sur des moments particuliers. Parce que les réveils en urgence au plein milieu de la nuit, ça a un vrai impact pour la santé cardiaque de nos équipes. Prévention des troubles musculo-squelettiques également, parce qu'on porte des charges, il y a souvent des blessures dans des charges chroniques ou aiguës, ou sur des situations où il y a une explosivité musculaire qui est nécessaire. Donc voilà, essayer de suivre la santé du sapeur-pompier tout au long de sa vie. Donc, télémédecine pour les victimes et médecine préventive pour nos équipes. Enfin, tout ce qui est spatial, avec l'observation de la Terre, lors des catastrophes, réussir à avoir des images rapidement du avant-après, prévenir les feux de forêt en s'intéressant à l'évolution du couvert végétal, essayer de détecter si les obligations légales de débroussaillement ont été réalisées ou pas pour éviter que des maisons ou des points sensibles
ne soient pas bien protégés sur la partie prévention. Tout ce qui va être connectivité avec l'apparition des constellations satellitaires en orbite basse, comment nous, on arrive à tirer profit de ces nouveaux usages pour permettre à des capteurs de fonctionner sans infrastructure. C'est ce que je vous décrivais tout à l'heure sur la détection précoce de feux de forêt. C'est également améliorer le débit sur les zones de sinistre, parce que demain, nos usages du numérique vont augmenter. Mais si dans nos postes de commandement, nous n'avons pas la capacité à faire circuler de la donnée, eh bien, ça pourrait être problématique parce qu'on aurait des outils fantastiques, mais qui sur le terrain ne pourraient pas fonctionner. Et enfin, tout ce qui touche à la géolocalisation pour géolocaliser des moyens, des équipes, finement sur le terrain, notamment sur des opérations d'ampleur, pour savoir exactement où sont les équipes en cas d'accident ou des situations qui évoluent défavorablement. Donc, je vous ai brossé de nombreux cas d'usage. L'objectif, c'était voilà, de présenter à la communauté un large panel et je serais heureux de pouvoir poursuivre les échanges via les petites visios qu'on a prévues après, ou sinon, là, vous avez mon contact, on pourra se rencontrer dans un autre cadre et je serais ravi de poursuivre les échanges avec vous. Voilà, Johan, j'ai essayé d'être rapide. Pile poil dans les temps, c'est parfait. Merci Thibaut pour cette présentation très concrète des cas d'usage des pompiers que vous maîtrisez parfaitement, puisque j'imagine que vous y êtes confronté vous-même régulièrement. Et on va pouvoir passer à la dernière présentation de cas d'usage, qui est elle aussi liée au challenge IA de l'État, puisque Pleine Commune a proposé un cas d'usage lors de ce challenge. Bastien, je te laisse présenter les slides, ou tu veux qu'on les affiche pour toi? Je vois que tu as pris la main, c'est parfait. Et donc, Pleine Commune, alors qui ne pouvait pas être là sur ce créneau de 9h30, 10h30, mais qui a des créneaux de libre pour des rendez-vous. Vous n'aurez pas le plaisir d'avoir un rendez-vous avec Bastien, qui est de Systématique et qui connaît très bien ce challenge et qui va vous le présenter, mais vous aurez le plaisir d'avoir des rendez-vous avec les personnes de Pleine Commune, ce qui est quand même un peu plus intéressant. Désolé, Bastien. En tout cas, on t'écoute, Bastien, pendant 10 minutes pour présenter leur cas d'usage. Merci pour cette introduction, Johan. Je vais essayer de vous parler donc de ce projet le mieux possible. Alors, Pleine Commune m'a donné beaucoup de slides. Je vais essayer de passer le plus rapidement possible, mais sachez que vous pourrez recevoir les slides si vous le souhaitez. Donc, comme l'expliquait Johan, Pleine Commune a répondu au challenge IAS grâce à un outil IT MU, MU qu'il faut entendre comme métabolisme urbain pour généraliser l'économie circulaire sur les chantiers. Alors déjà rapidement expliquer que Pleine Commune, c'est un établissement public territorial de Seine-Saint-Denis, qui a la particularité d'être impacté par de nombreux travaux, dont par exemple le Grand Paris Express ou les Jeux Olympiques de 2024. Ce qui veut dire qu'il y a énormément de travaux qui sont réalisés sur ce territoire, et notamment beaucoup de déconstruction et de construction d'immeubles. C'est pour ça que dès 2015, Pleine Commune s'est lancée dans une étude de ce qu'on appelle le métabolisme urbain. Le métabolisme urbain, c'est la capacité pour un territoire de pouvoir gérer les entrées et les sorties des matériaux sur son territoire. Donc depuis 2015, Pleine Commune s'est posé des questions sur cette thématique, a lancé une étude qui lui a permis dès 2017 de lancer quelques actions afin de répondre à ces enjeux. Qu'est-ce que c'est l'économie circulaire sur les chantiers? C'est assez simple, hein. C'est en gros tous les matériaux qu'on peut récupérer lors d'une déconstruction et qui peuvent être réutilisés lors d'une prochaine construction. L'idée, c'est d'essayer de créer des boucles circulaires entre ces matériaux. Pour cela, Pleine Commune a répondu donc au challenge IA
Challenge qui va permettre au territoire de proposer un projet donc d'outils IT-MU et qui va surtout lui permettre de bénéficier du développement d'un POC. Alors, Johan en parlait un peu. On parle d'un financement de 100 000 € porté à hauteur de 50% par la BPI et les autres 50% sont à la charge de la start-up. Alors, est à préciser quand même que ces 50K € à la charge de la start-up peuvent être valorisés en temps humain. Et de la même manière, comme c'est du financement à l'innovation, ces 50K € peuvent être aussi, cela peut être la valorisation d'un outil déjà existant. Alors le calendrier, on en a parlé très rapidement. En juillet 2022, émission du règlement par la BPI, appel à candidature pour les startups. La date de remise des dossiers, c'est le 20 octobre 2022. Avec des auditions qui seront plutôt vers mars-avril 2023. La durée du POC est de 12 mois. Pour information, au cas où il y aurait des personnes qui pourraient être intéressées dans l'audience, en plus de ce POC, Pleine Commune cherche à être accompagnée par un AMO de manière à bien développer ce POC. Si vous êtes intéressé par répondre ou en tout cas candidater pour devenir AMO auprès de Pleine Commune sur ce projet, sachez qu'il y a une réunion qui va être organisée par Pleine Commune avec Grand Paris Est ainsi que la métropole du Grand Paris mi-octobre. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous laisser un petit message dans la boîte de discussion. Nous vous donnerons les coordonnées de Justine Emringer, qui est la chargée de projet métabolisme urbain à Pleine Commune. Alors, point d'attention, Pleine Commune est un sponsor, c'est-à-dire qu'ils ont proposé le cas d'étude, mais c'est bien la BPI qui opère cet appel à projet. Alors, pour vous donner un tout petit peu d'historique, et on va y aller très très rapidement, jusqu'à présent, Pleine Commune fonctionne avec des emails, c'est-à-dire, je vous parlais de Justine. Justine rentre en contact avec les sociétés qui vont déconstruire. Celle-ci lui donne un fichier avec un nombre de parpaings, de kilomètres de moquettes, un nombre de fenêtres qui sont potentiellement à récupérer. Et ensuite, Justine va envoyer ces informations-là vers ceux qui vont construire dans les mois à venir, de manière à leur donner l'information des différents matériaux qui peuvent être réutilisés. Voilà, pardon, je vais peut-être revenir un coup en arrière. Simplement vous préciser qu'à ce jour, Pleine Commune oblige tous les acteurs de la construction à signer une charte d'économie circulaire sur son territoire, ce qui veut dire que déjà, il y a des données qui sont présentes sur le territoire. En tout cas, le territoire pourra donner accès à un certain nombre de données qui permettront d'aider à créer l'outil. Et puis aussi, il y a des utilisateurs, puisque toutes ces entités qui sont dans la construction et qui travaillent sur Pleine Commune ont, au travers de cette charte, l'obligation d'utiliser le futur outil. Donc ça, c'était les fameux emails dont je vous parlais, qui étaient envoyés jusqu'à présent. Alors, l'enjeu du développement de cet outil IT-MU sera de disposer d'une plateforme de données centralisée, faire le lien avec l'ensemble des outils existants pour réunir toutes les informations en un seul et même lieu. Alors, attention, il s'agit bien d'une plateforme d'information. À aucun moment, il n'y aura des actions d'achat ou de vente directement sur cet outil. L'idée aussi serait d'avoir de la data visualisation, disposer d'une cartographie interactive en temps réel des gisements disponibles et des besoins en matériaux du territoire. Et si on va jusqu'au bout de l'idée, il faudrait même arriver à avoir un peu d'analyse prédictive, c'est-à-dire disposer d'un outil de prédiction des besoins pour optimiser la gestion des flux. Alors, pour information aussi, Pleine Commune et la BPI sont tout à fait conscients que par rapport au montant, au budget alloué à ce POC, ces 3 points risquent d'être assez compliqués à développer. Donc, je dirais que le premier focus sera sur la plateforme de données centralisée et la data visualisation. L'analyse prédictive pourra arriver en second lieu. Alors,
La data visualisation et analyse prédictive, l'idée c'est effectivement d'avoir que cet outil puisse avoir une carte interactive qui permette aux utilisateurs de voir quels sont les gisements de matériaux et leur évolution afin de pouvoir créer les boucles circulaires le plus facilement possible. Alors à terme, l'idée aussi, c'est d'arriver à mesurer la performance écologique de cet outil d'économie circulaire, parce qu'on peut imaginer qu'en réutilisant des matériaux qui viennent d'une déconstruction déjà sur le territoire de pleine commune pour une autre construction à pleine commune, et bien, par exemple, on va limiter le transport. Pas besoin de faire sortir ces matériaux du territoire pour en faire rentrer d'autres sur le territoire. Donc c'est le genre de données qui pourra être très intéressante pour le territoire quand l'outil sera réalisé. Pardon. Les fonctionnalités IA de l'outil ITMU pourraient permettre la mise en relation automatique des partenaires. Ben, évidemment, si vous êtes un déconstructeur et que vous récupérez tant de tonnes de parpaing et que de l'autre côté, vous êtes un constructeur et que dans 6 mois, vous allez avoir besoin de tant de tonnes de parpaing, et ben, il faudrait que l'outil puisse faire le lien automatiquement et puisse en tout cas en informer le futur constructeur qu'il a à sa disposition du matériel qui peut l'intéresser. Une analyse prédictive des besoins, des gisements disponibles ou à venir, alors en se basant sur l'historique de matching des transactions existantes, identification des filières les plus stratégiques pour le territoire et potentiellement un accompagnement dédié. Reconnaissance automatique aussi du matériau, ça c'est un point qui serait très pratique pour cet outil. Ce serait la possibilité de donner aux constructeurs et aux déconstructeurs de prendre une simple photo des matériaux qu'ils remettent sur le marché et que l'outil ITMU puisse automatiquement reconnaître qu'il s'agit de parpaing, qu'il s'agit de tuiles, qu'il s'agit de moquettes. Voire même grâce à une commande vocale de pouvoir l'indiquer à l'outil. L'idée, c'est évidemment de faire un outil qui soit le plus facile possible d'utilisation pour les gens qui travaillent dans le bâtiment, parce que plus l'outil sera compliqué, moins il sera utilisé, et donc évidemment, il ne permettra pas d'atteindre ces objectifs. Alors pour conclure, pourquoi l'outil ITMU de pleine commune? Comme je vous le disais, ce sont des réflexions qui sont engagées depuis 2017. Donc Pleine Commune aujourd'hui connaît très bien ses besoins en termes d'outils IT-IA, a identifié des challenges à relever pour disposer d'un outil qui permettra de généraliser les démarches d'économie circulaire. Des partenaires et futurs utilisateurs déjà engagés et mobilisés dans la démarche et qui manifestent régulièrement leurs besoins d'un outil de ce type. Alors effectivement, ça c'est un point qu'il faut quand même préciser. Depuis que Pleine Commune s'est lancée dans ce projet, elle a été contactée par Paris Grand Est, ainsi que la métropole du Grand Paris, mais aussi Strasbourg, Lyon, Toulouse est aussi intéressée. Donc c'est vraiment un outil qui est a priori qui reçoit un retour très positif de toutes les collectivités. On peut aisément imaginer que cet outil, ce POC, va être amené à se compléter et à se développer après le POC. D'ailleurs, Justine souhaite que je précise d'ailleurs que Pleine Commune, comme la métropole du Grand Paris, comme Grand Paris Est, sont en train de chercher du financement pour la deuxième étape de ce projet. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une volonté de l'outil vers lequel Pleine Commune souhaiterait aller. Maintenant, Pleine Commune est tout à fait consciente que le POC à lui seul ne permettra pas de développer cet outil en totalité. Donc, le POC est une première étape pour ensuite aller vers la complétude de ce projet. Sachez aussi que beaucoup de sociétés, de PME sont déjà en contact avec Pleine Commune. Il existe déjà des sociétés qui ont des outils de boucles circulaires, mais dont les fonctionnalités ne correspondent pas exactement à ce que Pleine Commune et les autres territoires chercheraient à avoir.
Donc tout ça pour vous dire que toutes ces sociétés sont déjà en lien avec Pleine Commune depuis des années, puisque Pleine Commune, au travers de ses différentes études, est rentrée aussi en contact avec les acteurs aujourd'hui qui travaillent sur ces sujets-là. Donc Justine me faisait comme commentaire que selon elle, elle s'attendait à ce que beaucoup de sociétés qui répondent à cet appel à projet soient des sociétés qui ont déjà une solution ou un début de solution à la problématique de Pleine Commune, et que du coup, une société qui ne travaille pas du tout sur cette thématique-là aujourd'hui et qui souhaiterait se lancer sur cet appel à projet, bah, il faut qu'elle sache qu'elle va se retrouver en concurrence devant d'autres sociétés qui, elles, en revanche, sont déjà plus ou moins dans la partie. Comme je vous le disais, les données sont déjà récoltées et elles nécessitent d'être harmonisées, synthétisées pour prendre toute leur valeur. Il y a une équipe dédiée à Pleine Commune. Je vais vous citer Justine, mais il y a d'autres personnes avec elle qui travaillent sur cette idée de boucle circulaire et de métabolisme urbain. Et enfin, c'est un outil qui a vocation à prendre de l'ampleur. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que le POC n'est qu'une première étape pour Pleine Commune. L'outil qu'il cherche à développer a bien plus d'ambition qu'un simple POC. Voilà, j'espère que j'ai peut-être dépassé, mais en tout cas, j'espère que j'ai été clair. Tu as dépassé un petit peu, mais c'est pas grave, on te pardonne. C'est pas forcément évident de présenter les cas d'usage des autres. En tout cas, merci Bastien pour cette présentation. Donc pour Pleine Commune comme pour tous les autres, vous avez encore un petit peu de temps. Vous pouvez tout au long de la matinée continuer à demander des rendez-vous et à accepter des rendez-vous. Vérifiez bien chacun vos emails. Des notifications vous seront envoyées dès que vous avez une demande de rendez-vous pour la matinée. Donc, jetez bien un œil à vos mails régulièrement pour être sûr de ne pas louper des opportunités. Et à partir de 10h30, donc dans 5 minutes, ces rendez-vous commencent. On vous laisse donc. Encore merci à Bastien, Thibaut et Jérôme, particulièrement Jérôme qui, bien que malade, est venu faire cette présentation et fera aussi vos rendez-vous one-to-one. On a d'autres porteurs de cas d'usage qui n'ont pas pu cette vaillance et on a perdu un cas d'usage comme ça avec quelqu'un de malade. Donc merci Jérôme Bieler de cet effort et encore merci à tous pour votre participation et bon rendez-vous pour toute cette matinée. Au revoir. Merci Joanne. Merci. Merci. Merci.